Bonjour à tous, ici Pierre de Châtillon. Bienvenue à la conférence Sous les étoiles. La conférence va se diviser en trois portions. La portion au Dernier Blanc, pour laquelle on fait le raccordement avec ce que j'ai écrit dans le livre Dernier Blanc, puis je sommarise un peu l'information. La deuxième portion, c'est sur la déesse de la fertilité. Ça concerne directement les dormeurs géants et les condensateurs atmosphériques. Et la troisième partie concerne la révélation de Bonham-Pack. La théorie démontrée dans les Derniers Blancs est simple. La Terre Sainte, c'est ici. C'est l'Amérique. C'est ici que les anciennes histoires se sont déroulées. Celles de la Bible et des autres jusqu'à l'ère romaine. Les contacts entre l'Europe et l'Amérique via la mer du Nord étaient alors si importants qu'il faut parler de routes marchandes permettant de véritables échanges commerciaux qui ont subsisté aussi tard qu'en 1400, un siècle avant la découverte officielle du Nouveau Monde. L'Amérique s'appelait alors les Indes et leurs habitants les Indiens. Il y avait les Indes de l'Est, il y avait aussi les Indes de l'Ouest. Les deux étaient délimités par les Rockies, cette longue chaîne de montagnes qui traverse les Amériques du nord au sud et qui interdit pratiquement tout échange entre l'Est et l'Ouest, ou qui le faisait, jusqu'à ce que des routes modernes soient ouvertes. Fermé sur tout son pourtour par des hautes montagnes et des déserts, le Pacifique il subit des fluctuations dans ses niveaux d'eau. Lorsque ça se ferme, et lorsque ça baisse, lorsque ça gèle, soit au nord, soit au sud, il n'y a plus de façon de passer. Le Pacifique devient un monde isolé de l'Atlantique à chaque bouleversement. Deux sources de culture différentes, deux planètes différentes. C'est dans les canyons de l'Utah, l'Arizona, du Nevada, du Texas et du Mexique que sont nés les penchés. Le visage légèrement penché vers l'arrière, on le voit là, un front fuyant au-dessus de l'arcade sourcilière, ce sont les caractéristiques qui sont partagées par tous les peuples de la planète, à l'exception des Blancs du Nord, ceux qui possèdent un front renflé, comme on le voit, on en voit un exemple à droite. C'est le siège, ce renflement-là, qui est la portion avant du cerveau, c'est le siège des comportements en société. Et c'est intéressant de savoir ça. C'est sous cet angle-là que j'ai divisé la population de la planète en deux catégories ou races, les droits, ceux au visage droit du Nord qui viennent du Nord, et les penchés, les autres races, ceux dont celles aux yeux bridés, dont les Noirs, dont les Sud-Américains. Ce sont des races dont les Aborigènes d'Australie. Ce sont des races qui possèdent des caractéristiques un peu plus penchées, qui ont été moins caucasionné, latinisé, passez mon expression. C'est aussi dans ces régions-là qu'est née la diversité chez les penchés. Hein. La race rouge, la race brune et la race jaune, disaient les anciens. La race asiatique soulignait elle-même ses origines sur la côte ouest d'Amérique. Et c'est là que sont nées aussi à peu près toutes les autres races. À l'exception d'un petit territoire, le Québec Nord, le nord de l'Europe et une partie du pourtour de l'Arctique, une partie du Canada, le nord du Canada, pardon, cette race-là de penchée a dominé les Amériques en entier et une grande partie de l'Europe. C'est ici en Gaspésie, sur ce site même-là sur lequel nous avons été, qui est le poste le plus au nord que cette race-là a occupé. Il y a eu de grandes époques avant la nôtre, de grandes civilisations, au moins aussi grandes que la nôtre ont marqué l'histoire. Dont une, il y a plus de 300 millions, d'autre une, il y a eu plus de 300 millions d'habitants en Amérique et dont 50 millions au Québec seulement. C'est tout un pan de l'humanité qui a été rasé. On peut savoir ça maintenant à cause du culte des anciens. Ils façonnaient leur terre à leur image, des visages, certains petits visages identifiaient la terre d'un habitant, d'autres immenses couvraient des continents entiers. Ces représentations-là que j'ai nommées les dormeurs géants, dont certaines sont impossibles à dater tellement elles sont vieilles, sont maintenant visibles grâce aux photos satellites comme Google. Quand on sait où regarder, comment regarder, il y en a simplement des milliers partout à la surface de la planète. Il y en a plein. Il y a des endroits qui en a plus que d'autres, on le comprend, mais il y en a plein. Ici, le mont Jacques-Cartier, puis le dormeur géant que j'y ai souligné, est-ce que ça, on peut l'appeler le
le père d'origine, sans doute le père d'une nation d'origine, à tout le moins la nation d'origine qui était à l'origine de la construction du Mont Blanc, du Mont Jacques-Cartier. Je ne suis pas sûr que je puisse le dire comme ça, mais bon, en tout cas. La fraude visant à dissimuler la vérité sur l'histoire a été en fait assez simple. Profitant de la simili-copie miroir entre les côtes de l'Amérique et celles de l'ancien continent, ils ont dupliqué les cités sur l'ancien continent. Profitant d'un gain d'eau depuis le Moyen Âge, l'Europe pouvait accroître les terres cultivables puis produire une croissance. Il restait seulement qu'à éduquer le peuple à l'effet que tout s'était passé là-bas et dans ces pays du sable où rien ne pousse, hein, où supposément c'est là que la vie, la terre sainte, et c'est là que la vie... Les anciens ne voulaient pas aller à ces endroits-là. C'était ça la fameuse terre plate. Les anciens ne voulaient pas descendre en bas du troisième Hells, qui est le troisième million de kilomètres, de verges, pardon, de yards, à partir du pôle des anciens navigateurs. Ils ne voulaient pas descendre en bas de ça. Ils perdaient des qualités intrinsèques qui faisaient partie de la vie pour eux autres, dont l'induction divine, dont l'eau, on le voit. C'est facile de le constater maintenant avec des Google Earth. C'est sur la planète, c'est dans cette assiette-là, au nord, qu'il y a le plus d'eau douce dans le monde. Vers les grandes catastrophes, ce que la peste n'avait pas ravagé, les nouveaux arrivants l'ont fait. Il y avait du monde en Amérique à sa découverte. De nombreux endroits portaient le même nom chez les Indiens. De nombreux autres, tombés dans l'oubli, ont été nommés par les pasteurs des premières églises, qui étaient tous des archéologues de semaine. Hein, c'était ces croyances-là qui ont été distillées à l'intérieur des premières églises américaines et des pasteurs des Britanniques et des pasteurs hollandais et des pasteurs des autres contrées européennes qui s'en venaient au Canada, pas au Canada, pardon, mais en Amérique, et qui venaient un peu continuer au-delà des Indiens, faire des recherches sur ces anciennes choses-là qui existaient en Amérique. C'était tous des archéologues de semaine. Dans toute l'histoire, dans tous les monuments que j'ai retrouvés, il n'y a que deux motifs qui expliquent tous les agissements des anciens, leur façon de concevoir les cités, d'utiliser les sommets, de faire leurs réserves. Il y avait un petit motif et un grand motif. Le petit motif, c'est la protection contre les attaques qui, sans les fédérations modernes, hein, pouvaient survenir n'importe quand. Ton voisin décidait qu'il te prenait et qu'il t'avalait, c'était fini. L'autre motif, le grand, c'est la sécheresse. Ils vouaient à l'eau douce, qu'ils estimaient comme un bénéfice divin, un culte sans pareil. Ils avaient une peur obsessive de voir leur source d'eau se tarir ou se contaminer. Un événement redouté qui engageait nécessairement un déplacement de la communauté. Combien de fois la sécheresse a-t-elle frappé, repoussant les populations contre les remparts du Nord? Elle frappe tous les 1000 ans depuis que le monde est monde. Les mers étaient là, mais l'eau douce se tarissait irrémédiablement, laissant l'homme avec deux choix. Se résigner à son sort sous l'œil de Dieu et peut-être quitter, même dans l'espoir de terre meilleure, ou encore user de technologie. Là, on est au cœur des préceptes qui sont à la source de toutes les tensions de l'histoire ancienne, ce qu'on appelle les religions, soit s'en livrer aveuglément aux décisions divines qui sont aussi capables de devenir un doigt vengeur ou un doigt sauveur à l'endroit de ses brebis, capables de transformer en un instant un avenir paisible en un calvaire infernal, une quête incessante d'un refuge par la simple action des dieux et de leur effet sur le climat, ou en se battant et en mettant en œuvre des technologies. L'autre possibilité, c'était de se battre en mettant en œuvre des technologies, des techniques, des connaissances, de la science, ce que les dieux avaient en aversion pour le premier groupe. C'était la voie divine ou la voie des hommes. N'oublions pas que nous sommes les descendants techniques de ceux qui sont passés au travers, hein, quelle que soit la méthode utilisée. On est les descendants techniques de ceux qui sont passés au travers, quelle que soit la méthode qu'ils ont utilisée pour passer au travers des grandes sécheresses.
La voie divine, c'était pas le rejet des connaissances. Dieu détestait pas les connaissances, mais appréciait particulièrement tout ce qui copiait la nature ou ce qu'un homme pouvait fabriquer de ses mains à partir de la nature. Pensons ici à la vie des Amish. Hein? Si je suis capable de me gosser un joug gabeux à partir d'un arbre, c'est bon. Mais s'il faut avoir 70 personnes avec une presse, avec un... Ah là, c'est plus bon. Ce qui exclut les composés, les amalgames complexes qui ne pouvaient qu'être le produit d'une société. Deux catégories d'hommes, les penchés, qui usaient de technologie et des connaissances toujours au bénéfice des leaders, qui s'attribuaient la redistribution des bénéfices, et les autres, les droits, ceux qui suivaient la voie divine en usant de connaissances qui appartenaient à l'héritage divin, ceux de la nature, que tous pouvaient reproduire. C'était l'aptitude à survivre seul sur la terre faisait partie de ces volontés-là. Donc ce portfolio-là qui devait être donné à celui qui vivait selon les préceptes du Nord. Dès lors, les hommes, à la poursuite divine, s'évertuèrent à mettre en place des moyens qui allaient servir aux hommes qui suivirent. S'il en est un de ces moyens-là, puisque l'on considère et qu'on continue de parler de la sécheresse, ça a été un véritable terraforming ou une ingénierie planétaire. Ce sont eux qui les premiers ont construit les dormeurs géants. Ce sont eux qui les premiers ont mis en place les condensateurs atmosphériques, ces gigantesques assemblages de roches-là qui permettaient de condenser la rosée du matin puis qui canalisaient ça ensuite dans les nappes souterraines et dans les rivières. C'est une des raisons pour lesquelles le Québec est constellé de ces montagnes de roches-là, produire de l'eau. La côte est, le nord du Canada. C'est là une des raisons pour lesquelles l'homme construisait des dormeurs géants, ces terres qu'il bordait pour en faire des visages gigantesques, dans lesquels les yeux jouaient un rôle très important. On va le voir plus tard. C'est une des raisons pour lesquelles le Québec et la côte est étaient la terre biblique. Mais ne croyez-vous donc pas que d'autres se sont penchés sur les découvertes que j'expose dans mon livre Dernier Blanc? Des gens instruits, possédant des moyens ahurissants, qui travaillent pour des entreprises ou pour des gouvernements. Le point ici, c'est que personne dans notre société ne possède l'obligation ou le devoir de dire. Il n'y aura jamais de vérificateur général de la science populaire chargé d'analyser si le peuple en a pour son argent. Il y a des découvertes qui sont partagées, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est aussi simple que ça. L'establishment existe parce qu'il y a un atout, quelque part, que le peuple ne connaît pas. Il y a aussi un coupable d'avoir asséné de nombreux coups au capital de notre histoire au fil des siècles pour nous laisser dans l'état d'un enfant de 2 ans qui vieillit jamais, incapable d'accumuler son savoir, hein, les bibliothèques qui brûlent, qui sont détruites, on dirait que c'est la première chose qui est faite. On l'a vu encore dans le cas de la guerre en Irak. Incapable d'accumuler son savoir et de tirer des conclusions au-delà de quelques siècles, obligé de recommencer à zéro à de nombreuses reprises. On est comme le happy puppy hein, qui aime tout le monde, qui se croit l'égal de tous les humains qui l'entourent. Mais non, il n'y a pas personne qui a le devoir, l'obligation de me dire à moi. Pourquoi les choses qui apparaissaient si importantes aux yeux des anciens n'ont même pas été transmises? Pour quelle raison si peu de gens de la planète connaissent leur généalogie au-delà du millénaire, par exemple? Bien peu, en fait, dépassent quelques siècles. Une valeur si importante aux yeux des anciens. Où sont donc les tombes de ces anciens, pourtant chéris des leurs, au point d'avoir laissé leur nom à la postérité? La Bible en est pleine, les documents religieux en sont pleins. Vous pouvez m'en nommer des douzaines à partir seulement des fêtes qui constellent notre calendrier religieux. Où sont les explications modernisées des documents et des artefacts anciens, pourtant retrouvés il y a des lustres? Pourquoi donc, aux yeux de la science populaire moderne, tout ça ne pourrait être considéré autrement que leur religion, sans autre forme de procès, puis surtout sans plus d'analyse que ça? Au mieux, les modernes ne peuvent compter que sur plus de quelques siècles de connaissances. Mais qui donc a biffé notre histoire ancienne, puis pour quelle raison? Hein, je l'ai dit, hein, puis ceux qui la contiennent, ceux qui la conservent, il faut comprendre la puissance que tout ça a. La gomme ballon était aussi bonne pour ces anciens-là qu'elle l'est pour nous autres. Le Pepsi était aussi bon que pour nous autres. J'exagère la comparaison, mais ce qu'il possédait à ce moment-là était bon, continue aujourd'hui d'être bon pour la société. Bon
dans le regard très court, entendons-nous bien. Qui donc a buffé notre histoire ancienne et pour quelle raison nous conservons ainsi dans un état de quasi-débilité, à peine capable de former une poussée de technologie moderne comme celle qu'on a vue depuis 200 ans, là, avant de s'effondrer, effaçant ici et là au passage des repères anciens, soit par les guerres, le soudoiement ou la persuasion, mais exerçant un contrôle direct de notre destinée. Quelles étaient donc ces connaissances-là qu'il possédait et qui nous font tant défaut pour comprendre la grande image, hein? Après la mécanisation, après l'industrialisation, après l'électrification, après l'électronification, c'est quoi la nouvelle frontière que représentent ces connaissances-là? Sur quel insaisissable est-ce qu'on glisse pour ne pas être en mesure de comprendre le scénario que cette main invisible nous impose comme joug, nous obligeant à répéter sans cesse la même scène cadencée par un bâton invisible, toujours dans un grand ralenti, hein, comme celui-là où est-ce qu'on distingue le saut des images les unes après les autres. Que dire des changements rapides imposés à notre société depuis 20-30 ans, hein, source de tant de bienfaits, mais aussi de tant de malheurs, il faut se le dire, dont la perte des liens personnels, celle du contact des autres, celle entre les générations. Les stéréotypes de nos jeunes ne sont plus des gens significatifs qui ont marqué notre histoire, mais des insignifiants du moment qui n'arriveront jamais à atteindre l'écran autrement qu'en poussant cette insignifiance-là au plus haut niveau. Puis je pense ici aux Kardashians. Qui sont donc ceux à l'origine de ces changements aux conséquences pourtant si prévisibles? La déesse de la fertilité. Mais avant, je dois parler des orages. La Terre bénéficie grandement de l'électricité qui est produite par les orages. Elle se retrouve rechargée, l'atmosphère retrouve son équilibre. Pendant un temps, le flot d'électrons incessant qui s'échappe du sol dans l'atmosphère cesse. Si vous pouviez regarder le soir autour de vous dehors, vous verriez ce flot-là d'électrons lumineux qui s'échappent vers le ciel. Et ça cesse pendant que les éclairs retournent une partie de ces charges vers le sol. L'air se rafraîchit soudainement. C'est le moment où apparaît cette odeur si agréable de linge frais, hein, une odeur caractéristique de l'ozone et de l'oxygène, des gaz essentiels au bon fonctionnement de la vie. Les forêts qui y sont exposées sont plus riches, les maladies y ont moins de prise, l'économie animale même s'en trouve, propulsée par ce gain d'énergie. Vous en parlerez aux gens qui ont fait la conférence sous les étoiles et qui se sont rendus à Saint-Anne-des-Monts, ils vont vous le dire. Les anciens avaient remarqué ce fait. Aujourd'hui, je vous révèle l'usage des dormeurs géants qui a conduit à la création de ce culte universel des yeux ou des dieux, à l'époque ancienne. Après avoir complété quelques visites sur un site garni de dormeurs géants particulièrement appréciés des anciens, j'ai été le témoin d'un phénomène physique singulier. Pour comprendre l'environnement, il est bon de savoir que j'étais à 6 km à l'est d'un massif montagneux qui culmine environ à 850 mètres de hauteur, qui représente un visage de dormeur géant, mais aussi qui est l'œil du territoire. J'ai observé le ciel de 3 heures du matin jusqu'à 7 heures du matin, juste avant l'aube. Dans 2 cas, le ciel était couvert d'une couche nuageuse légère qui se dirigeait d'ouest en est. Le lever de soleil a commencé par arroser de ses rayons la surface de la couche nuageuse, qui s'est emplie de perturbations en vagues dans un axe nord-sud. Ces vagues-là étaient assez symétriques, à l'exception de celles qui traversaient le massif où le dormeur géant se situait. Écoutez bien ça, mes amis. Les perturbations qui se croisaient à la hauteur du visage prenaient alors l'aspect de nuages des mammatus en dérivant vers le nord, des espèces de gros mamelons en dérivant vers le nord. En fait, pas exactement des mamelons. C'est un nouveau type de nuage qui a été créé à la demande des internautes qui, eux autres, ont détecté les particularités de certains nuages. Il s'appelle l'aspiratus ondulatus. Au passage du massif, il se créait ici et là des alvéoles dans le nuage qui stagnait au-dessus de la montagne pendant un moment. Des alvéoles qui grossissaient en s'élevant.
alors que se développait à l'intérieur un second nuage beaucoup plus sombre que l'ensemble de la couche nuageuse. Le second nuage prenait alors une forme ronde. Le petit, il prenait alors une forme ronde et se mettait à tourner sur lui-même, puis il se déplaçait d'une extrémité à l'autre de l'alvéole, réagissant vraiment comme un animal qui aurait été, par exemple, piégé en cage. En quittant le massif, l'alvéole s'étirait en se déplaçant avec les vagues de Mammatus. Là. Elle se déplaçait pendant un temps, avant que le petit nuage noir se dissipe en quelques instants, là, se dissipe, puis déverse une ondée là, à cet endroit-là sur la plaine. Le petit nuage qui tournait dans l'alvéole comme un captif, c'était un œil. J'ai pas d'autres mots. J'ai beau creuser pour trouver un comparable. Vous imaginez l'œil fâché, l'œil qui se déplaçait presque rageur. Imaginez l'œil d'un papa fâché. Ou j'ai beau creuser pour trouver un comparable adéquat qui permettrait de décrire ce que je voyais, il n'y en a pas. C'était un œil. Bien que dessiné en nuage, il possédait toutes ses caractéristiques et même les caractéristiques tridimensionnelles, pardon, puisque la petite boule se promenait sur la surface de l'œil, comme la profondeur, ça semblait se déplacer avec les nuances de l'iris qui témoignaient de la courbure de la cornée, un œil qui par moments se posait sur moi et m'observait. On voit les choses au figuré, mais on peut imaginer ce que les anciens ont pu observer. Le temps que les rayons du soleil grimpent au-dessus de la couche nuageuse en les dissipant avec la chaleur une quinzaine de minutes, j'ai pu dénombrer une vingtaine de ces yeux-là, de toutes dimensions. Les plus gros atteignaient quelques 400 à 500 mètres. Certaines alvéoles quittaient, à vue de nez évidemment, certaines alvéoles quittaient le massif rocheux plus rapidement sans que le nuage central n'ait le temps de se former. Puis elles se dissipaient aussi plus rapidement. Pour les autres, l'iris semblait devenir de plus en plus actif au fur et à mesure que l'alvéole s'éloignait du massif rocheux jusqu'à ce qu'il dégage son contenu, puis que l'alvéole se fonde avec la couche nuageuse. L'air par moments d'un œil rageur, ça se combinait souvent, assez souvent dans les formes de visage. J'ai nettement ressenti le malaise dont j'ai déjà parlé et qui concerne les sites anciens. Le sentiment d'être observé, la réaction de l'œil qui observe, qui est inscrite dans les gènes aux plus profonds instincts de notre vie, de toute forme de vie. Hein. L'œil qui regarde, c'est ce que les animaux qui sont à la quête d'une proie regardent en premier chez leur proie. La même chose chez les proies. En fait, c'est la première chose que tu regardes pour savoir qu'est-ce que l'autre regarde. C'est la seconde fois que j'observe le phénomène au même endroit et une troisième fois à un autre site. Le territoire qui a été recouvert par l'ondée est un des plus riches du coin. Une terre d'une grande qualité, un visage paisible et calme avec beaucoup de vieilles gens. Le genre de place qui inspire où est-ce qu'on a le goût de s'y asseoir un moment. J'avance l'hypothèse que l'architecture du massif confère des propriétés électriques différentes en introduisant dans les hauteurs de la montagne une charge électrique négative qui créera l'alvéole dans la couche nuageuse en remplissant cette cavité-là d'une puissante charge négative qui demeure confinée par le champ ionisé qui l'entoure. La charge négative de l'enveloppe s'épuise avec le temps et elle libère alors la masse de gouttelettes contenue dans l'iris sans avoir altéré la charge. Constat intéressant qui vient appuyer l'hypothèse, c'est que l'ondée, elle laissait un dépôt de roseau au sol et puis une odeur de pluie d'ozone semblable à celle de l'orage ou du lavage frais, du séchage frais sur la corde. C'est un fertilisant irremplaçable, même à l'ère mécanique. Ça a été reconnu, il y a eu des essais de fait qui ont disparu. Ici, une ferme de l'Illinois tentait au début du siècle précédent une pratique similaire pour fertiliser ses champs. Les méthodes de transmission du savoir traditionnel expliquent certainement une partie des motifs qui ont inspiré à l'homme les dormeurs géants, mais pas tous. Il y a une étrange physique en cause, une physique qui n'explique pas que lorsque les yeux des dormeurs géants sont effacés, les bénéfices cessent et le riche oasis disparaît. Ni plus qu'elle n'explique la relation entre la dimension de l'œil, et la portée des bénéfices délivrés parfois à 3000 km de là. Que dire? Les éoliennes sont mortelles.
Si vous vivez dans un coin où est-ce qu'il y a des éoliennes et que vous êtes la moindrement âgé, vous allez constater que les terres côté ouest et côté est, probablement moins côté nord et côté sud, sont appauvries. Les tours de transmission électrique, micro-ondes ou radio, ça me laisse dans le doute, puis ça demanderait plus d'observation, mais mon opinion tend à être biaisée. J'estime que la montagne dont je vous parle est sacrée, autant que pouvait l'être une montagne aux yeux des anciens. Nous parlons ici du mont Harford, au Québec. Le Québec est rempli de ces montagnes-là, la Terre Sainte. Nous passons maintenant au troisième et dernier chapitre, Bonampak, la révélation. Dans Dernier Blanc, j'ai donné de nombreux repères qui permettent de figurer la géographie de l'Ancien Monde. J'ai aussi ajouté des preuves étonnantes de cette ancienne histoire. J'ai dit que je vous communiquerai ce soir une preuve que l'histoire s'est bel et bien déroulée comme je le mentionne dans mon livre, une preuve indécente comme je l'ai appelée. De là la révélation. Il faut noter au passage que j'ai parlé de Kikotsmovie, un village d'Arizona, qui était le siège de la tribu Hopi. Si vous vous souvenez, j'ai parlé de ça. Et c'était ajouté au Dernier Blanc, à Dernier Blanc. Ce sont des choses qui ont été trouvées par la suite, dans la foulée de ça. Mais son nom est récent. Hein? Kikotsmovie, c'est un nom récent. Jusqu'au début du 20e siècle, il s'appelait Old Oraibi, la vieille Arabie. Aussi, selon les modernes, Antakya, en Turquie, située au fond de la Méditerranée, comme vous voyez sur la diapositive en cours, ce serait l'ancienne Antioche, à droite complètement de la diapositive en cours, pardon, ce serait l'ancienne Antioche de l'époque romaine. En cette position-là, elle est exactement le miroir du monde archaïque de l'Amérique, qui contient encore aujourd'hui, au fond de la mer Caraïbe, en Colombie, près de Medellín, la province et la cité d'Antiochia. Antiochia, revêtant du même coup le nom latin véritable. Dans les deux cas, Carthagène, le début de l'Empire carthagénien. Dans les deux cas, tout près du passage permettant de rejoindre la mer Noire. Comme c'est amusant. La Rome antique était en fait Roma, située sur le côté mexicain sur le Rio Grande. Du côté mexicain sur le Rio Grande. Il possédait les côtes de Matamoros au Mexique jusqu'à celle de Matagorda au Texas, une baie protégée de la mer par une langue de terre qui s'étire sur plus de 400 km que jamais personne n'a construite. Elle a poussé là tout seul. C'est un hasard des choses de la géologie, encore une fois. Une langue de terre de 400 km, par hasard, comme ça, est à quelques kilomètres des côtes. Ah! Et il y en a beaucoup de ça. Là. Allez voir dans le golfe du Mexique, les photos satellites, gênez-vous pas, vous allez en voir de ça. Il y en a un peu partout. Il y en a même dans le centre de l'Amérique, à la hauteur de Washington, un peu en bas, le Delaware, tout ça. Là. Un atout dans le maintien d'une flotte maritime qui s'est vue puissante, un passage. Écoutez, c'est une baie protégée, une baie énorme protégée pour protéger une flotte maritime qui se veut puissante, puis Rome a été une flotte maritime plus que puissante, on s'en souviendra. C'est la raison pour laquelle tant de galions ont été repêchés dans le golfe du Mexique. Et là, il y a Bonampak, un ancien site maya de l'état du Chiapas au Mexique. Il s'agit d'un petit site maya qui est loin de tout, qui dépendait d'un autre. L'ensemble des structures semble avoir été construit entre 580 et 800 selon la version officielle. Le bâtiment qui nous intéresse, qui a été communément appelé le Temple des peintures, comporte 3 salles disposées en longueur au sommet d'une pyramide. C'est sur leur mur intérieur que l'on retrouve les plus beaux vestiges de la peinture maya, dont les seuls autres témoignages sont des petits fragments défraîchis ou des détails sur de la poterie. Les peintures datent de 790, ont été réalisées de 790 après Jésus-Christ. Elles ont été réalisées sous la forme de peinture murale. L'absence de joints dans le plâtre indique que chaque pièce a été peinte d'une seule traite pendant la courte période où est-ce que le plâtre était encore humide. Elles portent tous la marque d'1 mètre et 2 assistants, j'imagine compétents, un peu les grands peintres classiques. Pardonnez-moi l'oubli de mémoire. Les 3 pièces dépeignent avec beaucoup de réalisme une série d'événements du règne du roi de Bonampak. Selon la description officielle, elles étaleraient des cérémonies de prêtres
et de noble. Je vais vous présenter tout ça à ma façon maintenant. Dans un premier temps, on peut dire qu'ils étaient distingués. On le voit ici sur l'image. Les femmes se pomponnaient, les coiffures, les ongles, on se mettait des colliers, des belles robes, c'était vraiment très beau. Ici, on peut le voir, ils possédaient de la technologie. Si vous regardez les gens qui sont là, ils ont tous un appareil sur l'oreille. Ce sont des leaders des communautés d'époque. Ils ont tous un appareil de communication sur l'oreille. C'est pas. On regarde sur cette image-ci. On va voir que le prêtre à gauche possède une bien curieuse lance dans ses mains qui lance quelque chose d'assez étrange, qui n'appartient pas vraiment à l'image, qui appartient à un peu irréel, qui ressemble un peu au point d'interrogation puis d'exclamation qu'on aligne dans une phrase lorsqu'on veut nous montrer les blasphèmes. Par contre, si on compare, c'est l'équivalent de la lance à feu de la dynastie des Ming qui a été inventée aux alentours qui a été redécouverte aux alentours de 1450, soit pratiquement plus de 1000 ans plus tard. C'est semblable. C'est la même affaire. C'est pas la seule place que ça apparaît, ça. Si on voit ici, on regarde à droite en haut la peinture Maya qui vient toujours de la péninsule du Yucatan dans un autre site. On voit une espèce d'étrange tuyau que le prêtre porte sur son épaule et qui l'aligne vers la tête d'un serpent. Et il y a une boule de feu qui s'en sort. Ça s'appelle un bazooka. Dans la suivante, on peut le voir, on voit ces deux personnes qui semblent se parler au-dessus d'une découverte et ils tiennent à la main des boulets noirs. Ils sont devant ce qui s'apparente à un haut fourneau, capable de fondre le fer. Les amis ne faisaient pas seulement ça, ils jouaient dans la génétique. Est-ce que c'était là par la pratique d'un élevage adaptatif, comme on le fait nous-mêmes avec nos chiens ou nos chats, ou c'était la pratique d'une génétique différente? Difficile à dire. Si vous regardez en haut, vous voyez le front qui est nettement penché. Mais si vous regardez en bas, vous voyez le prêtre qui regarde d'un côté, alors qu'il tient dans les mains un bébé avec le visage à la morphologie nettement différente de la sienne et des autres personnes qui sont présentes dans la pièce. Autre exemple de génétique ici. En bas, on le voit en haut à gauche et à droite, la différence entre les deux morphologies de visage qui semblent avoir été caractéristiques. En bas, l'homme est à genoux devant un leader, mais derrière lui, sur le mur, il y a une image, l'image d'un visage qui est nettement différent des penchés ou de l'asiatique qui est là. C'est un autre exemple de génétique. Mais les murales de Bonampak ont beaucoup plus à révéler. Il faut aller dans les détails. Auparavant, un mot sur les objets géographiques. J'ai parlé de ça ailleurs sur le site, dans mes livres et mes documents. Les objets géographiques, c'était l'équivalent de nos cartes géographiques. Pour marquer puis retenir les frontières de leur territoire, les anciens n'utilisaient pas de cartes, mais des objets qu'ils façonnaient à l'image du territoire. Des visages, ça devenait un objet de culte. C'était cet objet-là qui était utilisé pour se repérer entre nous, par exemple, quelle place qu'il fallait aller pour trouver un bon gibier. Par la suite, j'ai découvert que les chapeaux protocolaires des anciennes époques étaient aussi à l'image des territoires, ce qui permettait de les retrouver. Voici, par exemple, une de ces nations-là qui provient des murales de l'ancienne cité de Maya de Bonampak, puis son territoire, que j'ai identifié avec la hauteur de la Baja californienne et la Californie. Mais attention, dans cette ancienne cité au cœur des Amériques, située à des centaines de kilomètres des côtes, ces vieilles peintures qui datent du 8e siècle présentent des émissaires à la coiffure romaine. Si vous regardez sur la photo ici, là, la murale est à gauche, regardez les deux derniers personnages à droite. Vous voyez, je l'ai agrandi à droite complètement.
Si vous regardez, là, c'est une coiffe romaine. Ce sont des coiffes romaines que vous avez là, chez les deux premiers émissaires. Si vous regardez en bas, vous avez la même chose sur une autre partie de cette toile-là. On le voit en bas, là. Le personnage de gauche, qui est gauche complètement, possède une toge et une coiffe romaine. Et c'est ça. Sur l'image suivante, on voit en bas un guerrier de haut rang romain, hein, même chose en haut, et là on commence à confondre avec les Grecs et les Indiens, ou en fait la coiffe indienne. On va le voir un peu plus tard. Plus loin sur la murale, ce qu'on voit, c'est des Perses. Ici, au centre, l'individu de gauche, en bas, en fait, l'individu de gauche, c'est une coiffe perse qu'il a sur sa tête. C'est pas le seul, il y en a plusieurs, on en voit encore ici. Vous voyez l'individu qui est encerclé en jaune, en haut et en bas du côté gauche. Ces deux personnages-là possèdent des chapeaux perses. Je vous ai mis d'ailleurs la référence à droite complètement. On voit les mêmes chapeaux qui sont là. Ce sont des chapeaux persans. Même chose sur la diapositive suivante. Sur la diapositive suivante, ce qu'on voit, ce sont des Mexicains. Hein. Le Mexicain, on voit le sombrero mexicain comme il a été, bon, puis il y en a encore aujourd'hui, ou à peu près. Et on voit à droite la plume des Indiens. Mais c'est intéressant de continuer parce que ce ne sont pas les seuls. Ici, on voit des Indiens. Hein, on voit un personnage qui semble être un Indien, mais avec la coiffe, c'est une coiffe de grec. Les Indiens ont retenu ça dans l'histoire. C'est-à-dire que la coiffe des grands chefs modernes, celle avec plein de plumes qui tombent loin au sol en bas, c'est la même que celle des Grecs qui sont là. Je l'ai démontré dans mon livre, vous lirez ça. On a ça encore plus loin, encore des Grecs et encore des Indiens. On la voit ici, là, la coiffe indienne. Elle est beaucoup plus présente, elle est beaucoup plus ressemblante à la deuxième du haut, par exemple. Ici, curieusement, on ajoute à ça l'islam. Les chapeaux que vous voyez ici, soit celui d'en bas, pardon, pas celui d'en bas, celui de droite en bas, c'est l'islam. Les chapeaux que vous voyez ici, ce sont ceux des émissaires Marie de la Syrie, qui en théorie n'est pas très loin de là. Il y a quelques centaines de kilomètres en navire pour se rendre de la Syrie ancienne jusqu'à Bonampak. Et là, il y a c'est les Maris de Syrie. Les Maris de Syrie, c'est une tribu syrienne ancienne. Et aussi des chefs qui possèdent vraiment d'étranges attributs. On en a parlé, le casque d'écoute, si vous regardez à gauche, on voit que qu'il y a un petit bonhomme de caché dans son dos. Cela signifie généralement un mécanisme caché. Ça pourrait être un mécanisme. Ça ne veut pas dire que c'est un bonhomme qui actionne un mécanisme. Sur l'autre personnage qui est ici au centre, on voit, qui est au centre, sur l'image du centre, on voit qu'il est assis et qu'il possède non seulement deux jambes à l'intérieur, mais qu'il possède aussi deux autres jambes de chaque côté du siège, un peu comme s'il avait enlevé une cagoule. Du côté gauche en bas, on voit notre leader du haut qui a été grossi. Si on regarde des yeux, sont des yeux asiatiques, oui, mais avec un peu de réserve. On ne retrouve pas ça, c'est pas fréquent, c'est pas des yeux de japonais ou de chinois. J'ai mis la représentation ancienne qui m'apparaît le plus proche aux côtés. Les anciens Tibétains, peut-être aujourd'hui, Taïwan, Nouvelle-Zélande, Haïti même, possèdent parfois des traits qui se rapprochent de cet œil-là, qui n'est pas un asiatique pur, encore une fois, là, comme je le dis. Et la dernière de ce groupe-là, ben, en fait, ce qui est intéressant au niveau des leaders, ah oui, ben, je voulais le montrer, on le voit ici, les deux cuisses à l'intérieur, les deux jambes sont à l'intérieur et les deux cuisses à l'extérieur, comme si c'était un suit vraiment. Et ces gens-là sont tous des leaders. Tout ça, ce que je viens de vous présenter, ça signifie que les Romains antiques ne sont pas devenus les nouveaux Romains de notre ère. Ils en sont une version différente, comprenez-vous? Ils existaient encore en 800. Ils possédaient les mêmes protocoles que les Romains antiques. Au contraire des Romains modernes d'Europe, sont disparus en 500 ou à peu près.
Et la domination de l'Amérique se serait poursuivie sur plus de 1000 ans au cours de notre ère, avant que la maladie décime la race, que les nouveaux Européens prennent la relève. Étonnant, n'est-ce pas? Cette domination-là est-elle terminée? Ben non. Elle prend la forme d'un sort. Si vous vous rappelez, cette murale-ci, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a une dizaine d'années au-dessus du Capitole de Washington, inscrit à même le sol. C'est un gros dormeur géant. Puis il est très grand, je ne me souviens plus des dimensions, mais qui est très grand. Et vous voyez, les lignes en bas sont celles des rues qui recouvrent le Capitole. Elle prend la forme d'un sort parce que les filaments qui s'échappent des personnages des murales de Bonham Park, un langage possible qu'on ne connaît plus, un langage d'intention, je crois, ce que j'en ai relevé, moi, et qui était effacé dans certains cas, sont les mêmes que ceux qui flottent dans le sinistre dormeur géant que j'ai découvert au-dessus de Washington, dans lequel un prêtre à l'aspect reptilien tient un serpent dans une main qui lance des objets à la tête d'un bébé dans son autre main, un bébé qui a l'air normal, duquel s'échappe un visage reptilien avec les mêmes filaments. Une prière au Dieu qui se manifeste à une époque d'une façon qui m'échappe. Va certainement falloir, on ne l'a pas encore, mais on va finir par l'avoir. Un jour, on va savoir ce qu'il en est. Nous n'y sommes pas encore, mais on s'approche. Il y a définitivement quelque chose à creuser à cet endroit-là. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. C'était la conférence sous les étoiles donnée à Sainte-Anne-des-Monts sur le pic du Brûlé aux gens qui étaient présents pour la fin de semaine de découverte là-bas. Merci à vous et bonne fin de journée. Bonjour, ici Pierre de Châtillon. Histoire de faire un clin d'œil sur ce magnifique territoire et notre visite de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie. Nous étions là dans le territoire qui était appelé communément le Northumberland. De l'autre côté de la rive, il y avait la Mysie antique et cette terre froide qui élevait les hommes à la dure puis que les conquérants n'ont jamais réussi à dominer, n'ont jamais eu à dominer. Mais aussi une terre qui est exempte des maux qui affectaient la société de l'époque. Tout le fleuve était une frontière infranchissable qui s'étirait sur plus de 3000 km. Les Grands Lacs, la rivière Outaouais, la rivière Saguenay sont autant de frontières nord-sud, tout aussi infranchissables à moins de parcourir des milliers de kilomètres. Il y a en fait tellement de rivières et de lacs que les anciens en disaient que le Québec n'était pas une terre mais un regroupement d'îles. L'Arche, ou l'œil dans lequel nous sommes, est le plus grand au Québec et même au Canada. Du mont Jacques-Cartier jusqu'à sa queue qui repose au sud de Matane, car c'était auparavant, on le sait, des formes marines qui ont été ensuite modifiées. Cet œil-là s'étire sur plus de 80 km de long et atteint 12 km de large. L'ensemble est un haut plateau rocheux fortement raviné, comptant parmi les plus hauts monts de la côte Est des monts aux noms très évocateurs, comme le mont Hells, par exemple, qui est le marqueur du 4e Hells, une ancienne marque qui identifie précisément 4 millions de verges, de yards, depuis le pôle des navigateurs, situé sur l'île Ellesmere. Ce massif montagneux, sur lequel nous sommes, est responsable de la production d'une gigantesque quantité d'eau douce qui s'échappe des falaises dans le fleuve du côté nord et qui alimente au sud-est un réseau de rivières qui couvre tout l'est du Québec et une grande partie de la côte est jusqu'à Boston. C'est une méthode sans lac qui s'inspire directement des méthodes des penchés dans laquelle le Seigneur s'accorde tous les bénéfices avant de les dispenser à la population. Voici l'ancêtre du territoire qui était situé sur le mont Jacques-Cartier. Un peu le père fondateur du mont Jacques-Cartier et d'une tribu qui était associée. Alors, c'est eux autres qui ont procédé aux modifications d'origine. Nous sommes actuellement dans une partie sacrée des terres de cette... Nous étions, plutôt, en fin de semaine passée, dans une partie sacrée des terres de cette arche-là. Le lac Cascapédia,
qui borde étroitement le premier iris de cet œil du côté sur plus de 4 km. Le premier iris parce qu'il y en a eu plusieurs, sans doute pour souligner les caractéristiques raciales. De nombreuses générations d'hommes ont vécu dans ces hauteurs sans jamais connaître ce qu'il y avait de par le monde, et de nombreux autres ont eu à le défendre. Au-delà, c'est la cité qui recouvre tout le plateau continental vers le sud jusqu'à la baie des Chaleurs. Alors, d'où nous sommes actuellement, c'est-à-dire près de Sainte-Anne-des-Monts, jusqu'à la baie des Chaleurs, c'est une énorme cité qui s'est étirée à cet endroit-là. La Gaspésie, qui se termine sur des murailles abruptes côté fleuve et sur la baie des Chaleurs avec un réseau de rivières denses, offrait aux époques de grande chaleur un environnement privilégié pour le commerce sur le reste de l'Amérique. La hauteur des plateaux et le froid garantissaient un climat sain et exempt de vermine avec de l'eau à profusion. À une époque, possiblement à la fin de l'époque babylonienne, elle a été plus importante en étendue que Montréal. Les dernières couches de la cité qui se sont développées autour de cette arche sont de ces époques. Une cité sous domination des penchés, une des plus au nord. Certains caractères modernes émergent d'ici. Le profil Jacques Cartier, sans doute, Popeye le vrai marin, pour ceux qui ne savent pas ce dont je parle. Si vous regardez les Gaspésiens, tout ça, vous allez comprendre. Le menton un petit peu plus effilé. On reconnaît un visage assez caractéristique des habitants d'origine. Et voilà, j'espère que notre rencontre a répondu à une partie de vos questions. Et voici pour la suite une idée de la visite que nous avons eue sur le pic du Brûlé à Sainte-Anne-des-Monts à la fin de semaine du mois d'août 2016. Merci à vous. Lancez-vous de là, il faut que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héros dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, j'ai pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rare. Je suis le lâche des lâches, pas le top des tops. Balme, samawaji, hakan mayanme. Jigalme, samawaji, hakan mayanme. Samawaji, hakan mayanme. Moi je fais mon chemin dans la foule en espérant qu'une chose, c'est d'avoir ton visage ou de t'entendre crier avec ta voix immense et ton cœur qui explose. Aidez-moi, aidez-moi. Moi je fais mon chemin dans la foule en espérant qu'une chose, c'est d'avoir ton visage ou de t'entendre crier. J'en ai plein mon casque mais c'est pas encore l'overdose. Aidez-moi, aidez-moi. Attendez-vous de là, il faut que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héros dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, j'ai pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rare. Je suis le lâche des lâches, pas le top des tops. Balme, samawaji, hakan mayanme. Jigalme, samawaji, hakan mayanme. Samawaji, hakan mayanme. Balme, samawaji, hakan mayanme. Jigalme, samawaji, hakan mayanme. Samawaji, hakan mayanme.
la foule en espérant qu'une chose, c'est d'avoir ton visage ou de t'entendre crier avec ta voix immense et ton cœur qui explose. Aidez-moi, aidez-moi. Moi je pas dans la foule en espérant qu'une chose, c'est d'avoir ton visage ou de t'entendre crier. J'en ai plein mon casque mais c'est pas encore l'overdose. Aidez-moi, aidez-moi. Attendez-vous dedans, il faut que je voie mon chat. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héros dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rough. Je suis le lâche des lâches, pas le top des tops. Parle-moi, ça m'a wadi, calme yalwe. Jigalma, ça m'a wadi, calme yalwe. Ça m'a wadi, calme yalwe. Tourelle, oui. C'est un endroit magnifique. C'est stupéfiant, en fait. Dès que tu mets le pied à cet endroit-là, tu ressens une énergie d'un autre temps. Ça n'appartient pas à notre monde. C'est avant la colonisation. C'est extrêmement vieux. Ça ne dépasse pas l'an 1000. C'est fait avec des moyens que nous ignorons. C'est très accessible, en fait. C'est situé sur le bord de la route 132 à Tourelle, une dizaine de kilomètres, passé Saint-Anne-des-Monts, une aire de repos. Et là, on quitte la voiture pour 200 mètres vers les rivages du fleuve. On arrive soudainement dans cet endroit-là. Et là, on sent l'énergie de la place. C'est un endroit... On voit ici sur l'image que je vous présente, on voit les deux cercles rouges. Celui du haut, c'est le monument sur la berge. Et l'autre cercle en bas, c'est les deux autres monuments que je vais vous montrer. Le massif et l'arche, en fait, qui sont à cet endroit-là. On les voit ici. Le monument d'en haut, on voit le monolithe qui est sur le bord de la berge, qui est extrêmement intéressant, qui est pas, c'est pas un monolithe, c'est un monolithe composé. Là, on voit que c'est des pierres qui ont été assemblées avec un ciment particulier. Idem pour le massif qui est à gauche et puis l'arche qui est en bas. Ce ne sont pas des particularités naturelles de la chose, c'est très clair. Il y a beaucoup de visages qui ont été dessinés, ça fait partie d'un dormant géant. Et on sent qu'il y a eu à ces endroits-là des choses, des grandes portions qui manquent. Il y a eu beaucoup de destruction, il y a des grandes portions qui manquent. On peut voir ici l'arche avec le grand visage du côté droit qui est le visage d'origine, possiblement, que ça n'a pas été remanié. Sur le dessus, il y a une petite boule qu'on voit moins, qui est une grosse boule, en fait, qu'on voit moins avec un autre visage. À de nombreux endroits, il y a des visages qui ont été tamponnés, soit tamponnés en sculptant, soit tamponnés dessinés. Et ça, c'est en dessous des graffitis modernes, bien entendu. Voici le massif, il est situé à peu près une douzaine de mètres de l'arche. C'est un gros massif de pierres, en dessous duquel il y a une série de pierres qu'on voit qui ont été empilées sous ce massif-là. En bas sur la berge, on voit le monolithe, qui est un important monolithe. C'est gros, ça mesure une quinzaine de mètres de hauteur. Il y a 4 ouvertures. On voit qu'il y a eu des choses à l'intérieur de ces ouvertures-là. Il y a beaucoup de crasse d'accumulés. On sent qu'il y a eu de la destruction. On sent qu'il y a une intelligence et de la pierre empilée. C'est vraiment fantastique de voir ça. La manière que le site est arrangé, c'est à peu près de la manière suivante. Pour vous donner un plan assez clair de la chose. En haut, nous avons le monolithe sur la berge. À gauche, le gros bloc en bas, c'est le massif. Juste derrière, il y a un autre monolithe que je n'ai pas parlé à date qui semble border une autre partie de l'endroit qui a été appelée tête de canard. Au centre, en bas, avec une portion bleue à l'intérieur, c'est l'arche. Ce qui est cru actuellement, c'est que les monolithes, le massif, l'arche,
et le monolithe de la tête de canard étaient reliés par peut-être des palissades de façon à avoir un endroit fermé, couvert. Et de la manière dont est arrangé le monolithe sur le bord du fleuve, il est possible de penser qu'il y avait un mont de charge entre les deux, un téléphérique entre les deux, de façon à monter de la marchandise. Ce qui ferait de ça un avant-poste pour aller nourrir les cités qui étaient derrière à l'époque en Gaspésie. Donc on parle d'approximativement avant l'an 1000. C'est un site, c'est un endroit magnifique. Je vous suggère, faites une visite pour aller le voir. Ça fait une visite assez longue, je l'admets. Mais payez-vous en même temps le sommet du pic du Brûlé. Ce sont des endroits magnifiques. Vous allez y voir beaucoup de vieilleries, beaucoup de choses. Vous allez voir que l'homme a vécu à ces endroits-là. C'est absolument indéniable. Merci beaucoup, ici Pierre de Châtillon. Ne manquez pas mon site incapabledeseterre.com.